Anne Savelli à Clermont-Ferrand. Le premier, c'est d'avoir participé à l'atelier d'écriture des étudiants de Myriam Lepron, Terre d'encre. Et d'ailleurs, c'est une revue dans laquelle un extrait de son prochain livre, Volte-face, va paraître au mois de mai. Deuxième lien, Anne Savelli travaille avec une compagnie de danse qui s'appelle Pièces détachées. C'est assez remarquable, vous l'observerez. Pièces détachées, et dans cette compagnie se trouve un musicien, le musicien de la compagnie de Clermontois, que nous connaissons bien puisqu'il il appartient au groupe Kafka, dont beaucoup d'entre vous sans doute ont vu des ciné-concerts, et il s'appelle Marc Aurine. Il s'appelle Rémi Aurine. Rémi Aurine. Pourquoi je veux toujours l'appeler Marc Aurine? Il ne faut pas hésiter à me corriger, je dis beaucoup de bêtises. Troisièmement, vous avez publié dans un ouvrage collectif une nouvelle qui s'appelle Tapage nocturne, sur les nuits. Alors c'est le recueil qui s'appelle Tapage nocturne. Voilà. Ma nouvelle s'appelle Tu n'es jamais seul dans la nuit. Voilà. Et dans lequel il y a aussi une nouvelle de Cécile Coulon. Dernier point, et c'est le plus important, vous savez qu'à la fac de lettres, mais tout le monde ne le sait peut-être pas, il y a un amphi qui s'appelle l'amphi Agnès Varda, qui a été baptisé à la suite d'un travail des étudiants de la fac sur le cinéma, et à l'occasion d'une rencontre avec Agnès Varda. Et il se trouve que, vous le savez peut-être, un des livres dont nous allons parler cet après-midi, Décor daguerre, est écrit d'après daguerréotype d'Agnès Varda, puisque Anne Savelli a longtemps vécu une partie de son enfance dans ce quartier, et qu'elle est, comme nous tous ici, très amoureuse d'Agnès Varda. Pour commencer, je vous propose, Anne, de faire un petit tour d'ensemble de votre œuvre qui est extrêmement foisonnante, qui commence par l'étude des lieux, l'étude des villes, mais qui ne s'arrête pas là, bien au contraire. Et après ce petit tour d'ensemble, nous ferons des petites interventions sur chacun des ouvrages. J'ai évoqué par exemple la compagnie Pièces détachées. Anne Savelli a préparé pour vous une vidéo où vous allez voir justement un travail de cette compagnie. Alors, ce que je pourrais dire, peut-être pour commencer, c'est que bon, je publie depuis, je crois que ça fait 11 ans, et je crois qu'en tout, entre les livres papier, les livres numériques et le site aussi que j'essaierai les pages web que j'essaierai de vous montrer aussi, je crois que j'en suis à 12 ouvrages, donc un rythme assez productif. Pour autant, parfois, je mets plusieurs années à écrire un livre, donc en fait, j'ai souvent plusieurs projets en même temps. Ou alors, je pense déjà à des projets d'après, alors que je suis en train d'écrire, ce qui fait que ça fait quelques années que j'ai à peu près 10 ans d'écriture devant moi, disons à peu près. Et que ce n'est pas du tout stressant, parce que je ne suis absolument pas obligée de suivre mon programme, je fais vraiment ce que je veux, et que cette liberté-là, c'est vraiment celle-là qui me guide, quoi, dans l'écriture. Et pour en revenir à la ville, au lieu, c'est vrai que c'est a posteriori que j'ai découvert que je travaillais un peu par cycle, que mon premier cycle était vraiment lié au lieu, et à la ville, a fortiori, parce que je suis vraiment une urbaine. Et donc, oui, effectivement, mes premiers livres, Fenêtre, Corée-Jackie, Franck, Désolé, c'est vraiment, Laisse venir, c'est vraiment des livres liés à la ville. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu envie d'étendre ce champ-là à la notion de décor, et non pas de le réduire, parce qu'on pourrait se dire que le décor, c'est une réduction du lieu, c'est simplement un arrière-plan, on imagine le décor de théâtre, etc., la toile peinte, et au contraire, moi je suis allée regarder dans le dictionnaire la définition du décor, et après avoir constaté qu'on pouvait parler à la fois de décor naturel, virtuel, de théâtre, de cinéma, etc., je me suis dit, mais en fait le décor, c'est absolument tout, c'est le monde entier, si j'enlève l'histoire et les personnages. Donc à partir de là, je vais passer le décor au premier plan. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'un cycle de décors, alors qui n'a pas
fonctionne exactement comme je l'avais imaginé pour des questions d'édition, parce que c'est pas forcément toujours facile de faire publier des livres, et donc la publication n'arrive pas toujours exactement quand on veut. Mais disons que c'est un cycle de 3 avec un livre qui s'appelle Décor Lafayette et qui est situé dans les grands magasins qui sont réinventés, imaginaires, bien qu'évidemment ils puisent dans l'histoire parisienne. Un autre qui s'appelle Décor Daguerre et qui est donc sorti il y a 1 an seulement alors que je l'ai écrit en 2013, et une espèce de petite galaxie qui s'appelle Dita Kepler, qui n'est pas un livre, mais qui est plusieurs choses. Donc il y a un livre papier qui s'appelle Île Ronde, un livre numérique qui s'appelle Anna Marseille, une sorte de feuilleton web dont je vais vous montrer tout à l'heure le principe. Et Dita Kepler, c'est le contraire, c'est un personnage qui se transforme en décor. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est un personnage virtuel, c'est mon avatar sur Second Life. Second Life, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui a eu beaucoup de succès il y a pas mal d'années, dans laquelle les gens se créaient une seconde vie. Et moi, ça m'a jamais intéressé de balader Dita Kepler dans la plateforme, mais par contre, ça m'a intéressé de prendre ces caractéristiques du personnage virtuel et de la balancer, voire même assez violemment, dans le monde réel, chaque fois que j'étais en résidence quelque part. D'où la naissance de ces textes. Donc voilà, et puis depuis, alors c'est comme ça que ça c'est assez amusant, je travaille en fait depuis quelques années plutôt sur le portrait photographique. Et je dis ça juste au moment où on est en train de photographier et où carrément ça m'angoisse. C'est justement parce que ça m'angoisse que je travaille là-dessus. Et donc, alors là pour le coup, tout d'un coup, la ville redevient un vrai décor comme en fait il n'a jamais été dans mes textes. Mais je ne me sens pas du tout illégitime là tout de suite, parce que je redémarre un livre sur la ville, qui va s'appeler Bruit, mais là qui va être un monstre, quoi, je vais mettre des années à écrire, qui va faire 1200 pages, et qui est un roman. Voilà, et qui est assumé comme roman, alors que je travaille sur plusieurs genres littéraires, et que donc à chaque fois qu'on me demande vous écrivez quoi, je suis bien embêtée pour répondre, parce qu'on est à mi-chemin entre plein de choses. Et c'est bien la première fois d'ailleurs que vous qualifié d'un genre un de vos ouvrages. Oui, et c'est aucun des autres, voilà. C'est vraiment pour m'amuser que je fais ça, oui. Je ne sais pas du tout, ça va être vraiment un roman, mais je le dis, et comme ça, en une phrase, c'est réglé, on sait ce que je fais. Je dis, c'est l'histoire d'une petite fille qui court à travers une ville pendant 24 heures sans s'arrêter. Débrouillez-vous avec ça. Et donc, voilà, en fait, les gens, et qui est traversée par le bruit, et ça suffit pour que les gens commencent à marcher dans l'histoire. Alors que c'est pas une histoire, bon, bref. Vous avez peut-être noté, au passage de la liste des ouvrages, un titre dont vous n'avez peut-être pas bien reconnu le nom. Vous avez marqué les Oloé, n'est-ce pas? Alors les Oloé, c'est une invention d'Anne Savelli, une parmi d'autres, une de plus. Hier, Olivier Mongin nous a dit que les espaces ouverts dans les villes sont des lieux d'espoir. Eh bien, il se trouve que Anne Savelli a inventé des espaces élastiques où il est, qu'elle appelle les Oloé, parce que des espaces où lire ou écrire. Donc, des espaces comme cela, il y en a beaucoup. Je vous invite à aller voir sur son site internet. Il y a une carte du monde. Elle adore les cartes et les pas de monde. Il y a une carte du monde où tout un paquet d'écrivains, je me souviens de François Bon, enfin il y en a d'autres, ont indiqué leur endroit où lire ou écrire. Oui, en fait, je pourrais préciser, c'est pas moi qui ai fait le site des Oloé du monde entier, c'est quelqu'un avec qui je travaille souvent, qui s'appelle Joachim Séné, qui est à la fois informaticien et écrivain. Et c'est lui qui a fait aussi ce que je vais vous montrer tout à l'heure. L'idée étant que j'utilise des contraintes réelles. Par exemple, dans mon premier livre, Fenêtre, j'ai utilisé une contrainte de trajet pour écrire mon livre. Là, j'ai utilisé le fait que je ne pouvais plus écrire chez moi et que j'étais obligée d'écrire dehors et que je n'arrivais pas à écrire dehors puisque j'avais l'impression que la ville me chassait, m'empêchait d'écrire. Je me suis dit, au lieu d'arrêter d'écrire, je vais écrire sur le fait que je ne puisse pas écrire. Ça a donné ça. Donc, Oloé, oui, c'est un acronyme qui veut dire où lire ou écrire. Et ça peut être votre baignoire, le café d'à côté, un banc... c'est là où vous vous sentez bien, où il est possible de s'arrêter un moment et de lire ou d'écrire. Et à la suite de ça, donc c'est devenu un livre numérique, et à la suite de ça, les gens étant assez contents qu'il y ait un mot pour dire ça, ont accepté d'envoyer des textes, des photos à ce site, des Oloé du monde entier qui est géolocalisé. Et donc il y a des Oloé du monde entier, effectivement, sur la carte. Il y en a de Saïgon, il y en a d'Afrique, il y en a d'un peu partout. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'écrire un texte,
et d'y joindre une photo et ou du son et de nous l'envoyer. Bon, si vous le faites tous là maintenant, je pense que Joachim va un peu avoir une attaque, mais c'est possible, hein, c'est toujours ouvert. Quoi. Ouais. Et un des lieux de Anne Savelli, c'est le train de Paris-Le Havre. Alors attendez, non mais j'ai pas fini, ça c'est pour présenter la question suivante. Et alors, elle est venue en train de Paris pour venir à Clermont, donc je lui ai demandé si elle avait écrit quelque chose sur la ligne Paris-Clermont en venant ici. Je ne sais pas du tout pourquoi il me dit ça. Non, je lui ai répondu que non, justement. Oui, non, mais vous me l'avez répondu à moi. Mais non, parce que je suis en train de terminer mon dernier livre et j'étais vraiment dans la relecture, donc j'étais complètement plongée dans mon texte. Ouais. Et donc je n'ai pas regardé dehors quasiment, parce que d'habitude je fais toujours, puisque c'est même le principe de ce livre-là, quoi. Fenêtre, si vous voulez, j'en sais un petit peu là-dessus. Bien sûr. Ah, je pense à reconnaître. Déjà. Et donc, oui, effectivement, j'ai utilisé un trajet de métro. J'étais obligée, comme la plupart des gens, d'aller travailler, et ça c'est quelque chose pour moi qui est, c'est insupportable. Donc je ne peux pas travailler normalement, je ne peux pas être sur des rails. Donc d'ailleurs depuis 2001 je ne travaille plus comme ça. Mais il y a eu, non, je travaille chez moi. Non, vous dites que vous pouvez être sur des rails ici, vous pouvez être sur des rails. En l'occurrence, vous voyez, ces rails-là. Mais voilà, j'allais donc travailler, et le seul moment où je pouvais écrire de ma journée, où j'étais à plein temps, où j'avais un enfant en bas âge, tout ça, bon, c'était dans le métro, en allant travailler. Et heureusement pour moi, le métro, chez moi, il est aérien, sur 5 stations, entre Colonel Fabien et Barbès. Et donc, j'ai décidé, je me suis donné une contrainte littéraire, je me suis dit, je m'oblige, entre Colonel Fabien et Barbès, à regarder dehors, à trouver quelque chose de différent tous les matins, à écrire, à l'écrire, à le corriger, et une fois que le métro rentre sous terre, je lis. Parce que c'est le seul moment où j'avais le temps de lire. Donc Bernard m'a fait remarquer, il m'a dit, c'était votre premier Holloway en fait. Et il avait raison, sauf que je ne l'avais jamais nommé comme ça, puisqu'à l'époque, je n'avais pas cette idée-là. Et l'idée étant de se dire, c'est le seul moment de la journée où je vois du ciel, c'est le seul moment de la journée où je ne suis pas sur des rails, tout en y étant. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'abandonne? Je me dis, j'écrirai jamais, voilà, parce que je ne peux pas. Ou est-ce que je me dis, je ne peux écrire que 10 minutes par jour, je le fais, et je regarde où ça m'emmène. Et ça m'a emmené loin, parce que, j'ai mis du temps à trouver un éditeur, ça a pris 6 ans. Mais après, mon éditeur étant marseillais, ça m'a emmené au bord de la mer, en fait. Et le jour où j'ai été invitée à un festival, à mon premier festival de littérature il y a 11 ans, pour parler de ce livre, et que mon éditeur m'a baladé du côté de la Méditerranée. Bon, la Méditerranée, je m'appelle Savelli, tout est que, voilà, j'ai de la famille dans le sud, c'était pas très exotique. Et en même temps, c'était l'écriture qui m'emmenait là. C'est l'écriture qui m'emmenait à rencontrer des gens. J'ai rencontré un musicien avec lequel je travaille depuis, qui s'appelle Jean-Marc Montera à Marseille. Je me suis fait des amis à Marseille, des amis d'écriture. Si j'avais renoncé, si je m'étais dit je ne peux pas écrire, ce n'est pas possible, parce qu'on sait très bien que tout conspire pour qu'on n'écrive pas. Bon. Donc, eh bien, rien ne me serait arrivé. Enfin, c'est pas vrai, parce que je m'étais dit, j'écrirai toujours, même si je suis jamais publiée. Vraiment. Et une fois qu'on a ça en soi, qu'on s'est forgé ces convictions-là, après, on voit ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui ne vous atteignent plus aussi fort, quoi, dans les refus, dans les difficultés. Vous voulez que je lise un petit... Mais volontiers. Je vais vous tenir le micro. Peut-être juste, si je lis juste un tout petit bout, là, pour le coup, ça va aller. Mais, ouais, juste un petit bout. Donc, en fait, c'est un texte qui se déroule sur 5 jours de la semaine, les 5 jours ouvrés, comme on dit. Donc, lundi, mardi, mercredi, etc. Je vais juste vous lire un mercredi, si vous voulez. Et puis, c'est un texte qui est parasité, en fait, par un autre trajet que j'ai fait 4 ans plus tôt sur la même ligne en sens inverse. Donc, c'est aussi un texte qui déstabilise sa propre contrainte. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas olympienne, par exemple, parce que je me propose à moi-même une contrainte d'écriture et puis je rentre dedans. Il y a quelque chose qui déraille à un moment, quoi. Mercredi. Derrière une fenêtre à Jaurès est suspendu un fil. Épinglé le long de ce fil, 5 rectangles de papier, ou 6, dont nous ne voyons que le dos. S'agit-il de photos qui sèchent à notre barbe, de recettes de cuisine, de mots d'amour, ou encore de factures, de partitions, de menaces, de mouchoirs rêches, d'esquisses? Je penche pour des rideaux pris au second degré.
Et donc voilà, j'essayais d'utiliser chaque jour quelque chose de différent de ce que je voyais. Il y avait aussi l'idée que je me sentais très mauvaise en premier jet, c'est toujours le cas. Et donc c'était une façon de m'obliger à produire quelque chose qui soit terminé au moment où le métro rentrait sous terre, de m'obliger à avoir une attention extrême sur ce que j'écrivais pendant 10 minutes comme ça, et pour pouvoir ensuite le revendiquer. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai écrit ça en 2001, on est en 2018, hein, et je peux le lire devant vous, alors que je ne l'ai pas retouché. Et alors que je continue à être mauvaise en premier jet. Voilà. Outre cela, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce procédé, c'est que la fenêtre est un objet qui cadre déjà le monde à notre place, et que vous savez sans doute que beaucoup de peintres, c'est un acte pictural la fenêtre, hein, beaucoup de peintres peignent depuis leur fenêtre. À cet égard, je vous signale, et je signale à tout le monde, que dans l'expo Intimité en plein air, il y a une magnifique fenêtre d'Édouard Vuillard qui fait penser terriblement aux fenêtres d'Anne Savelli. C'est fantastique parce que ces deux fenêtres juxtaposées, et ce qu'il voit derrière ces fenêtres, c'est des choses du quotidien tout à fait ordinaires, des arbres qui n'ont pas de feuilles, deux cheminées parisiennes avec les tuyaux. Ça n'a aucun caractère pittoresque ou que ce soit. Et c'est une rencontre aussi, je trouve, assez fascinante. Allez voir cette expo, vous y retrouverez Anne Savelli finalement. Je peux peut-être d'ailleurs vous dire à cette occasion pourquoi il y a ça derrière moi. C'est mon blog en fait, et je l'ai ouvert au moment de la parution du livre en 2007. Je vais probablement passer au site un jour, hein, bientôt, c'est prévu. Maintenant, il est vraiment ouvert depuis longtemps et il s'appelle comme le livre, alors que depuis, évidemment, il ne parle pas seulement de ce livre-là, mais de tout ce que je fais. Là, c'est l'horloge de la gare de Chartres, parce que je suis en ce moment en résidence auteur associée à Chartres, et que de toute façon, à cause de mon projet Bruit, qui est un projet minuté, enfin, dans le sens où le texte est rythmé par des minutes, je photographie toutes les horloges que je trouve. Et donc, je suis un petit peu obsessionnelle, comme vous pouvez vous en douter. Peut-être qu'on pourrait, si je peux me permettre, parler aussi de... Parce que je sais que vous vouliez que je lise des extraits de Franck, et dire que ce travail sur le lieu, pour Fenêtre, je l'ai fait aussi parce que je ne pouvais pas écrire celui-là au moment où j'ai écrit Fenêtre, parce que je travaillais à plein temps, comme je vous l'ai dit, et que j'avais pas de temps, mais que j'avais déjà en tête l'idée d'écrire celui-là, qui m'a pris 3 ans, et quand je l'ai écrit, au bout de la première année, j'avais déjà l'idée des décors aussi, quoi. C'est quelque chose, des poupées russes un peu, quelque chose qui s'emboîte. Alors peut-être que je peux en dire un mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Franck, c'est un livre qui est assez difficile à trouver, alors que ça devrait pas. Donc je pense que nous allons faire une pétition auprès des éditions Stock pour arriver à le trouver, qui est paru en 2010 et qui est le portrait d'un jeune homme par lieu et beaucoup par ville. C'est pour ça que je pensais vous en parler aujourd'hui. L'idée étant effectivement de... Enfin, Franck, ce n'est pas du tout un personnage de fiction, c'est quelqu'un qui a vécu, qui est mort jeune. Et c'est d'évoquer cette personne, donc, non seulement j'ai connu, mais avec qui j'ai vécu, en me servant, en utilisant les lieux qui, dans mon esprit, lui étaient rattachés. Alors des villes, des quartiers, parfois des bords de mer, etc. Et d'ailleurs, on est proche des bas-fonds dont on parlait tout à l'heure. Et à ce propos, je peux d'ailleurs le dire, ça a été assez étrange pour moi d'écouter la conférence précédente, parce qu'il y a un moment où il est dit qu'on a une curiosité pour les bas-fonds et tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas du côté des bas-fonds. Or, moi, quand j'entends ça, c'est très dur pour moi, parce que je suis aussi du côté des bas-fonds. Vraiment, je le reste, hein, même à ne plus fréquenter de gens à la rue. Ça m'est arrivé, j'ai eu des amis à la rue, j'ai vécu avec quelqu'un à la rue, ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, c'est quelque chose où je me sens tout d'un coup de l'autre côté, quoi. Je me sens exclue du champ. Tandis que j'y suis aussi. J'écris, je publie, j'ai un toit, donc bon, on peut pas dire que ce soit les bas-fonds. Mais n'empêche que, je tenais à le dire parce que c'est important pour moi de replacer ça là comme ça. Et c'est important que vous le disiez aussi parce que ça justifie votre présence. Donc, je vais vous lire un peu de bas-fond, hein, voilà, si vous voulez bien. Hein, je lis un peu de Gare du Nord. Bien sûr. Voilà, le cœur du livre, c'est la Gare du Nord. On va regarder.
Vous êtes assis au pied d'un pilier, 2, 3, 4 peut-être, 1 ou 2 chiens, et quelques rats. Vos sacs, vos chiens, vos rats, la gare du Nord les supporte encore, c'est le matin. Les voyageurs obliques après vous avoir vu, et nous, venus de Saint-Lazare, de la place Budapest, groupe semblable en apparence, vous saluons. Vous, 3 ou 4 corps jeunes, courbés, de biais, dos au pilier, tenus par 4 flancs de pierre. On dirait un bouquet tassé contre un mur dont les tiges, figées dans le vol ou la chute, attendent le vent. Les piliers de pierre gare du Nord ont d'étranges désirs. Couvrir, envelopper les colonnes de fonte qui, selon la légende, tissent un réseau veineux où serpente l'eau de pluie. Par un effet de construction, un creux dans le pylône qui draine l'orage jusqu'aux égouts, la gare entière ruisselle, verrière, charpente, demi-cercle de briques, la halle entière résonne. Les colonnes, quand on sait y coller l'oreille, murmurent, bruit de pas et de gouttes, saccades, écoulements, un bercement du ciel précipité au sol qui s'arrête à mi-course. Les voyageurs n'entendent pas ce grondement délicat, mais vous, saisis dans le pilier depuis les premières heures, il est possible qu'il vous traverse. Un rythme régulier, contrarié par les départs, les arrivées, et bien sûr, la fatigue, la faim, la peur, tout ce qu'on sait. Figés dans le vol ou la chute, 4 dos, tant de bras qui sont prêts à surgir, qui veulent dégainer et pour l'instant hésitent. 4 blousons, bombers, peut-être un manteau long pour le plus long de tous, celui dont le visage semble biffé, un trait, le nez, joue creuse, le menton, toujours penché comme si son cou ne tenait pas. Tant de jambes nerveuses, bouclées par des chaussures de plomb, rictus, talons, crispation des phalanges. Peut-être je m'arrêter là. Non? Ah, je sens que... Il aime bien ça, donc je vais lire ça aussi. Devant la gare, l'espace est clos. Pas de grand place, ni d'avenue pour vous pousser au large. Vous tirez vers le centre ou en périphérie. Immeubles, hôtels, bouches de métro et couloirs de taxi, tout s'entasse en 2 dimensions, avance au plus près de la route. À l'aube encore, la rue de Dunkerque balance, circule en elle-même. Mes habiteurs déjà, tous les employés des brasseries, livreurs, vendeurs, surgissent par les cases entrouvertes. Baissez la tête, les balcons vous foncent dessus. Relevez-la, les trottoirs vous écrasent et les bus vous aspirent. Dans les recoins de la façade, haute façade gare du Nord, des fantômes se plient au dessin des statues. Plus flexibles que vous, ils savent se caler dans ce que le drapé laisse d'espace. Sans jamais prendre corps, ils vont rester des heures entre grilles et duvets, un à un révélés par la lumière d'automne. Vous-même n'y êtes pas, en tout cas pas encore. Vous passez juste sans réveiller, sans ménager non plus. Vous avez squat, santé, jeunesse, des nerfs solides, au moins le jour. Vous êtes bien d'accord que ça valait la peine? Pardon. Voilà, et donc après, on pourrait parler de celui qui a été écrit en suivant donc le film d'Agnès Varda, Daguerréotype, et qui est, alors vous dites au début, ce n'est ni un souvenir d'enfance, ni un journal, ni un roman, ni même un essai sur daguerréotype. Alors moi je dis que c'est à la fois tout cela et encore plus que cela. Alors déjà, vous vous êtes fait un petit peu avoir. C'est normal. Parce que je n'ai pas grandi dans le quartier de Descorps-Daguerre du tout. Je suis juste née dans le 14e et je suis partie très vite. Donc c'est une fausse autobiographie, c'est une fausse enfance. C'est-à-dire que tout ce que je dis c'est vrai. Oui. Et en même temps c'est décalé. Et l'idée c'était d'utiliser le film d'Agnès Varda, donc Daguerréotype, qui a été tourné qui est sorti en 75. Utiliser les arrière-plans du film, donc de ce Paris-là, de cette rue-là, pour faire le décor de, voilà, jouer avec ça, pour l'utiliser comme le décor de ma propre enfance. C'est-à-dire que j'avais réalisé au début des années 2000, à l'époque où les DVD ont commencé à exister, et où il était donc plus pratique de faire des arrêts sur image dans les films que quand on avait des cassettes VHS qui se rayaient, qui cassaient, tout ça.
que ce qui m'intéressait dans les films de fiction des années 70 à Paris, c'était absolument pas Belmondo, Delon en train de courir partout, c'était les arrière-plans, c'était le prise unique, c'était, voilà, retrouver quelque chose. J'avais qu'une envie, c'était sans arrêt de faire des arrêts sur image et de faire des descriptions. Enfin, la description, ça permet d'appréhender, de capturer, de mettre, voilà, de prendre la main, de s'approprier ce lieu. Et ce temps, est-ce que c'est possible de se réapproprier un temps qui a disparu, qui est passé? Évidemment que c'est la question. Et évidemment que non. Et évidemment que c'est un échec. Et évidemment que c'est pas grave non plus, du moment qu'il se passe autre chose. Donc l'idée, ça a été au départ de décrire le plus précisément possible les arrière-plans de Daguerréotype, qui est donc un film qui se passe dans la rue Daguerre, où Agnès Varda filme ses commerçants. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi. Au départ, c'est parce qu'elle est jeune maman, donc comme moi dans Fenêtre, vous voyez, et qu'elle veut à la fois s'occuper de son fils et se remettre à travailler et à créer. Et donc, elle utilise un câble qu'elle branche à son compteur électrique, qu'elle passe par la fente de la boîte aux lettres de son portail, qu'elle relie à une caméra Super 8, et elle va jusqu'où son câble lui permet d'aller. Et donc, ben, c'est le pâté de maison, c'est simplement le boucher, le boulanger, le coiffeur, etc. Et à partir de ça, qui est extrêmement modeste comme projet au départ, eh bien, il y a une circulation dans le monde entier. Ça m'a fasciné aussi parce que ce film-là, il a fait le tour du monde. Il y a un article dans le New York Times, enfin, parce que c'est aussi une image de la France qui, pour les Américains, est typique. Mais moi, ça me fascine le fait qu'on... c'est toujours pareil, on crée quelque chose et puis ça nous envoie ailleurs. Ça veut dire aussi, pas seulement géographiquement, mais aussi on fait des rencontres, on croise des gens. Notre vie même, peut-être qu'elle change aussi, peut-être qu'elle bifurque, voilà. Et l'idée, c'était à la fois de faire cette description très très précise, et moi, en 2013, au moment où j'écrivais et où je pouvais le faire, parce que j'avais une résidence, et que donc j'étais payée, parce que je reviens sur la question matérielle, parce qu'elles sont importantes dans mes livres. Eh bien, je suis retournée sur les lieux, et je me suis mis à voir où moi, ce travail-là de création, ça pouvait me conduire. Et la chose qui est très touchante et où je suis très contente, c'est que Agnès Varda m'a appelée quand elle a lu le livre, hein, et qu'elle-même, elle était très contente et touchée que j'ai été aussi précise dans le travail de description du film. Et elle m'a dit que souvent, elle rencontrait des gens qui étaient laudateurs, mais dont finalement elle s'apercevait qu'ils ne connaissaient pas si bien son cinéma que ça. Et que, voilà. Alors là, tout d'un coup, elle avait la sensation d'une proximité sur l'attention aux gens et l'attention aux détails. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, dans cet ouvrage, comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a un passage magnifique sur le coiffeur, mais je vous y renvoie. C'est mon chouchou, le coiffeur. Voilà. Je vous y renvoie, vous vous regarderez vous-même. J'ai demandé à Anne si elle voulait bien lire un passage qui évoque ses souvenirs d'enfance et qui évoque surtout ce qui l'a amené à devenir écrivain. Alors, c'est bon, peut-être je vais y arriver comme ça. Hein? Ah, celui-là. Oui, ça va. Ah, ok. On commence là, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Jusqu'à... On avait répété là. Vous voyez, tout ça? Surtout ça. Ça. Ok, d'accord. Alors, donc, dans ce livre, il y a 3 femmes, principalement. Il y a donc Agnès Varda, il y a ma mère, et Maryse H., qui était une poétesse et clown, que j'aimais beaucoup et qui est morte juste avant que je commence à écrire ce livre. Alors là, il s'agit de ma mère. Et donc, ma mère n'est plus parce qu'elle est toujours vivante, hein, mais elle est à la retraite. Elle était dessinatrice cartographe à l'IGN. Voilà. Et donc j'ai grandi en voyant des cartes se dessiner, se corriger, se refaire, se gratter, tout ça. Géodésie. Mais que veut dire ce mot si ce n'est le désir de la géographie, ou plutôt l'arpentage? Des cascades d'eau claire dans les déserts d'Afrique, dont les géomètres amis rapportaient des photos toujours en noir et blanc, comme ils me rapportaient des poupées de chiffon conçues par les enfants pour gagner quelque chose. Poupées à tissu âcre qui restaient près des cartes et d'une rose des sables, d'une corne de gazelle, d'un chameau de cuir cousu, dans la chambre immobile, auquel je ne touchais jamais. Simple rappel du monde, simple mais essentiel, qu'il existe, qu'il diffère, que l'on peut y aller. Géodésie, qui vient du grec diviser la terre, science qui mesure et représente la surface terrestre selon l'illustre Friedrich Robert Elmertz, signifiait alors dans mon esprit désir de découvrir des noms de villes, de hameaux,
mer, mont, en laissant glisser le doigt de l'un à l'autre sur la carte dépliée par terre ou dans l'index de l'atlas, en lisant sous l'empreinte. À genoux, à plat ventre, lisser les pliures, malmener l'ordre alphabétique, chercher les villes en A, B, puis en Z, en R, etc. Et l'émerveillement d'y retrouver le minuscule village où nous passions l'été. Il y avait donc tous les noms du monde dans l'atlas. Géodésie, désir de la géographie, et non de la géométrie dont je n'avais que faire, m'intéressant aux crevasses, aux coupures, aux accidents. À quel âge est venue cette association, boucle bien serrée de la ligne figurant une route, mal au cœur pour rejoindre en voiture le village d'été situé en petite montagne? Et pourtant, quelque chose de la symétrie demeurait. Ces cartes d'astronomie à rond double accolées, dans lesquelles s'inscrivent les constellations. Car pour moi, géométrie et symétrie s'associaient, dans la maladresse du compas, la figure ratée, l'énigme du rapporteur. Géodésie, le mot traversait la pièce comme cartographie, toponymie, abrégée en topo, carto. Topo, carto, map dansait dans les conversations. C'est une fille de la carto, disait-on d'une collègue. Topographie, technique de représentation sur un plan des formes du terrain avec les détails des éléments naturels ou artificiels qu'il porte, explique encore Larousse, dont on m'avait offert à la même époque et suivant mon souhait un dictionnaire à couverture rouge. Je me réjouissais, une fois lassée des noms communs, après les pages roses, d'aller vérifier si les femmes dont parlait Ève Ruggieri y étaient ou non mentionnées. Une femme vivante dans le dictionnaire, c'était vraiment la gloire. Il n'y avait pas Brigitte Bardot, il y avait Simone de Beauvoir. Ça Oui, c'était très joli ça. Et donc pour finir, lire sur la carte, c'était lire autre chose que la carte. C'était lire toute la carte, à l'endroit, à l'envers, sans savoir comment elle se calcule, se quadrille, se norme. C'était lire dans les lignes et compter autrement. Aujourd'hui, arpenter les halles ou la rue Daguerre, est-ce vraiment faire autre chose que passer sans fin le doigt sur les lignes? Passer sans fin. Est-ce qu'on a encore un peu de... Oui, ouais. on Est-ce va... que je peux vous montrer du Dita Kepler? Voilà, oui, alors c'est Dita Kepler et la compagnie, pièce détachée Ouais, aussi. alors d'abord Dita Kepler. Dita Kepler, c'est donc le troisième élément d'une trilogie, je vous rappelle, qui est constituée par Décor Lafayette, Décor Daguerre et ça. Et voilà. Et donc, Dita Kepler, c'est donc pas vraiment un personnage, hein, c'est mon avatar. Et il se trouve que vous pouvez très bien aller découvrir ça en ligne, hein, c'est en accès libre, sur le site Remunet, qui est une revue littéraire qui est fort connue maintenant. Et il se trouve qu'on m'a proposé, alors que j'écrivais Décor Daguerre, si je voulais aussi travailler avec Joachim Séné, dont je vous ai déjà parlé, celui qui est à la fois informaticien et écrivain, pour le site Remunet, parce qu'il y avait des sous pour le faire. Et il se trouve que Joachim et moi, on se connaît très bien, qu'on a lu tous les livres l'un de l'autre, et que donc je n'ai pas du tout été, j'étais totalement en confiance. Et il m'a proposé d'utiliser le code informatique pour animer du texte. Et j'ai choisi d'utiliser comme texte tous les tweets que je tweetais depuis 1 an et demi sous le nom de Dita Kepler sur Twitter, et qui sont des tweets poétiques si on veut. Et ce que je dois vous raconter d'abord pour que vous compreniez, c'est que ce n'est pas moi qui ai ouvert le compte Dita Kepler, c'est un auteur qui s'appelle Pierre Ménard, dont le texte là va apparaître en italique, et parce qu'un jour en public j'avais dit qui veut s'empare de Dita Kepler. Voilà. Et il a du coup immédiatement ouvert un compte Twitter à Dita Kepler sans du tout m'avertir. J'ai mis 6 mois à m'en rendre compte, et quand je m'en suis rendu compte, à ce moment-là, il m'a donné le code d'entrée du compte. Évidemment, j'écris toute seule et il n'est pas question de rentrer dans la pièce que j'écris. Je suis insupportable comme les autres auteurs, on besoin de tout ça. Et pour autant, j'aime beaucoup travailler avec les autres. Et donc, avant de finir, j'avais envie, et Bernard est d'accord, donc tout va bien, de vous montrer le teaser de la pièce
pour laquelle j'ai travaillé, la pièce chorégraphique de pièces détachées qui s'appelle Diptyque et qui a donné un livre qui s'appelle À même la peau. Et si vous voulez bien, je vais enchaîner la vidéo qui dure 4 minutes, qui est assez courte, avec la lecture du début du texte pour que vous voyez comment les danseurs utilisent qu'une très petite partie de mon texte. Ils prélèvent en fait des éléments que même parfois ils chantent, ils traduisent en anglais, enfin tout ce qu'ils veulent avec. Et la différence avec le texte, quoi. C'est-à-dire que le texte entier là, il n'est pas du tout ni lu ni dit sur scène. C'est juste des petits fragments. Donc si on peut peut-être baisser un petit peu la lumière. Est-ce que vous voyez là, ouais, pour l'instant ça va. Ça comme ça. Une nuit au hasard. Fête du jour d'avant, fête du jour d'après. D'ici là, il y aurait ce corps-ci, ce corps-là, ce corps approché, revêtu, supposé, approché, donc embrassé et serré, supposé, donc pas le temps de les voir, de les laisser venir, que déjà enserré, donc entrelacer les doigts, le manteau, les vêtements qui encombrent et protègent. Fond ce corps. Fond ce corps approché, le détour, le cerne, danse et pris comme tel, et pourtant inconnu ce corps-ci, ce corps-là, et la peau, donc, peau que ne connaissent pas, ce corps-ci, ce corps-là, ne connaîtront jamais, ou peut-être bientôt, très très bientôt peut-être. Comment est-elle, la peau? Entrelacer les doigts parce que se séparer à un très petit instant, un seul de ces instants, à cet instant précis, parce que se délaisser un seul petit instant, il n'en est pas question. À cet instant de pause, suspension dans l'espace, ce corps-ci, ce corps-là change de position, enserré autrement à cet instant précis, et cerné par la foule qui, elle, ne veut rien que de l'air, ne veut rien de serré. Les deux corps à l'instant entrelacés se tiennent donc, seraient prêts de tomber si la foule ne les tenait ensemble. Tout un chacun se presse, se comprit.
expriment, s'entraînent, tandis que les vêtements épaississent et inventent. Des courbes et des croquelets de corps serrés ne font que supposer, donc. Tandis que des manteaux, des pulls sous les manteaux, des écharpes, des bonnets, ce corps-ci, ce corps-là voit surgir des cheveux, une bouche et des doigts, enlacés, hésitants et sûrs d'eux. Ce corps-ci, ce corps-là ne pense qu'à s'approcher, s'approcher, s'approcher. Laisser l'air pour les autres, leur laisser tout l'espace. Et tandis que la foule espère, la station veut quitter le tunnel, dans la foule qui se fend, dans ce corps tendu que la foule fait naître pour créer le mouvement vers la porte de sortie, ce corps-ci, ce corps-là, bouche et cheveux mêlés, anticipe déjà toute séparation. Voici la porte ouverte sur le quai, dans la foule, il y a foule sur le quai, dont la foule se presse pour entrer dans le wagon, quand la foule du wagon s'échappe vers le quai, donc, et la foule du quai entraîne ce corps-ci, quand ce corps-là, il reste dans le grand corps compact de la foule du wagon, qui suffoque sans air, dans ce grand corps compact, ce corps-ci, son manteau et ses pulls et son sac, ce corps-ci se détache et fuit, pour que ce corps-là pris au corps, pris dans le corps des foules, ne s'en démêle pas, il vaut mieux trancher net, ne s'en déprenne pas donc, reste seul et sans air, tandis que ce corps-ci, seul et sans air de même, s'en va sans souvenir, dans un autre wagon. Du moment où je faisais un choix d'écriture. Il y a des choses qui ont l'air de n'avoir rien à voir et elles arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les rejette a priori ou est-ce qu'on va essayer de les inclure? Et c'était vraiment l'idée de ça. C'est pour ça que la couverture, elle présente ce qui est en fait un arbre de mots-clés. Et quand j'ai relu mon livre, j'ai fait un arbre de mots-clés avec vraiment une rue qui serait le tronc de l'arbre, la rue Daguerre, les racines qui seraient mon enfance et les films d'avant 75 de Varda, et puis les branches qui seraient les autres films de Varda, ses voyages dans le monde, et puis moi, ce que je fais comme ça depuis que je suis adulte. Et j'ai tellement eu de fils et de liens d'un mot-clé à l'autre que ce n'est absolument plus un arbre, c'est une sorte de pelote de laine, c'est indéchiffrable. Mais quand l'éditeur m'a proposé Sans air pour la couverture, j'étais extrêmement contente, c'est comme un coming out, quoi. C'est comme me dire, bah voilà, je pense comme ça, c'est pas toujours, mais voilà, c'est pas facile toujours de se faire comprendre. On m'a beaucoup dit au début de ma carrière d'écrivain que je perdais mon lecteur. C'est pour ça que le prochain livre, il commence en 44, il se termine en 62, et on va passer d'année en année, ça va être, mais que je vais toujours aller mettre du labyrinthe et du méandre. Alors, est-ce que c'est lié au fait que je me sente de plusieurs côtés à la fois, socialement, etc. Sûrement. C'est à la fois une construction mentale et probablement aussi le fait que je ne sois pas sur des rails comme ça, c'est lié à énormément de choses. Je ne vais pas m'allonger sur le divan là. Mais, voilà. D'autres questions? Je ne voudrais pas passer pour la rebelle de service non plus. Voilà. Non, mais j'ai horreur des gens qui font du spectacle avec soi-disant décalage, qui mettent ça en exergue pour prendre le pouvoir, quoi, sur une assemblée, qui font valoir leur expérience comme quelque chose d'écrasant. Je ne supporte pas ça, donc pas question que je fasse ça. Écoutez, merci en tout cas. J'espère que l'idée c'était de vous montrer plusieurs facettes. J'espère que ça aura été le cas.